parlons du feu céleste. Il est capable de remodeler nos vieilles formes. Pour modifier les formes de votre être intérieur, vous devez chercher à vous approcher de la région du feu, c'est-à-dire de la région de l'esprit. Et par la méditation, par la prière, vous modelez, vous façonnez. Si vous refusez de faire ce travail, ce sont les souffrances qui viendront vous brûler et vous fondre. Car l'intelligence cosmique n'accepte pas que l'être humain reste là à stagner. Alors, n'attendez pas, décidez-vous à connaître la puissance du feu céleste, à le sentir, à le posséder. Tâchez de comprendre sa nature. Comment il vient jusqu'à nous pour nous remuer profondément et comment il peut nous communiquer ses propriétés. Il faut arriver à l'absorber pour que les vieilles formes déjà durcies en nous fondent dans sa chaleur et puissent être remodelées. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. Fin de la visite de 48 heures du président béninois Patrice Talon aux Pays-Bas. Le président a pu décrocher 148 milliards de francs CFA pour financer divers projets. Le point dans un instant. Assemblée générale ordinaire du syndicat des femmes des marchés du Bénin. Pour la 7e fois, elles ont décidé de redynamiser leur activité en vue de leur épanouissement. Les quartiers Agla-Pilone et Agla-Aclomin, séparés depuis 3 semaines par un cours d'eau qui empêche usagers apprenants de vaquer à leurs occupations, c'est du fait des crues de nos fleuves. Golf TV Africa est allé faire le constat. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. C'est le siège de l'info. Merci de toujours nous préférer. Merci de choisir Golf TV Africa et le siège de l'info. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci d'être la partie. Fait aujourd'hui d'une visite de 48 heures du président de la République du Bénin aux Pays-Bas, accompagné d'une forte délégation. C'est dans ce cadre, le Bénin a pu décrocher 118 milliards de francs CFA pour financer 3 projets, notamment celui relatif à l'aménagement et à la réhabilitation du lac Nokwe grâce aux accords de financement signés entre le ministre béninois des Finances, Romuald Wadaini, et Joar Ortuzen, président directeur général de Invest International. Gauthier Sédodé. Ce mardi 4 octobre 2022, c'est par voie ferroviaire que le président de la République, Patrice Talon, quitte la gare du Nord-Paris. Il effectue le voyage comme tout citoyen et sera accueilli quelques instants plus tard à la gare centrale de Rotterdam. C'est un agenda de travail de 48 heures chargé que le conquérant des opportunités d'investissement et d'affaires pour le Bénin doit exécuter. C'est d'abord au détour d'un dîner de travail avec son Excellence Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, entouré de Madame Lish Shainé, Macher, ministre du Commerce intérieur et de la coopération au développement, Monsieur Just Oosthuizen,
PDG de Invest International, et M. Kitty van der Hagden, directeur général de la coopération internationale, que Patrice Talon a planté le décor. La première journée d'activité a également été marquée par cette importante séance de travail au cours de laquelle le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, a procédé à la signature de plusieurs conventions entre le Bénin et le Pays-Bas. C'était en présence d'une belle pochette de cadres béninois, des secteurs des investissements, des importations et autres. Précisons que le ministre Aurélien Agbenossi des Affaires étrangères et de la coopération a également animé une séance de travail visant à présenter la qualité des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays. La sortie de Patrice Talon vers ce pays d'Europe s'annonce enrichissante pour la vitalité de l'économie du Bénin. En effet, la signature de l'accord de financement et d'engagement financier concerne les projets ci-après. L'alimentation en eau potable de 6 localités du nord du Bénin, le développement du port de pêche artisanal de Cotonou, l'aménagement et la réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Il s'agit d'un financement total de 118 milliards 72 260 000 francs CFA. Le projet de renforcement de l'eau potable dans le nord du Bénin a pour but la mise en place de nouvelles installations d'eau potable dans les villes de Karimama, Kobli et Gogounou et le renforcement des infrastructures existantes dans les villes de Natitengu, Tukuntuna et Kopargo. De même, dans la perspective de faciliter les activités du port autonome de Cotonou et pour impulser sa rentabilité, il a été envisagé la relocalisation du port de pêche. Cette structure sera décomposée ainsi qu'il suit. 1. Zone de service nautique qui comprendra des infrastructures modernisées pour le service de remorquage et de pilotage du port. Une zone dédiée à la marine nationale et un chantier naval. 2. Zone dédiée au développement des activités liées à la pêche artisanale et semi-industrielle. Cette zone comprendra entre autres des quais de déchargement, des zones d'abri pour les embarcations, un plan incliné pour la mise en cale des pirogues, des ateliers de réparation des filets et des moteurs, etc., mais également tout un circuit de mise en vente de produits de pêche en assurant un suivi sanitaire et statistique efficace. 3. Zone de commercialisation et de transformation des produits de la pêche, également incluse dans le projet. Enfin, le projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo apportera des réponses à la grande dégradation de ces deux plans d'eau. Assemblée générale ordinaire du Syndicat national des femmes des marchés et du Bénin. Pour la 7e fois, ces femmes se sont retrouvées pour réfléchir à impulser une nouvelle dynamique à leur activité pour l'épanouissement des uns et des autres. La rencontre a eu lieu à la Bourse du Travail ce jour à Cotonou et a enregistré une grande mobilisation de ces femmes de différents marchés de notre pays. Reportage. En provenance des différents marchés du Bénin, ces femmes et usagers de ces centres commerciaux ont honoré l'une des dispositions des statuts et règlements de leur association. Notre organisation, depuis sa création, ne cesse de poser ses actions allant dans le sens du développement et de la protection des intérêts des usagers des marchés. Nous pouvons les classer comme suit. La reconstruction et la modernisation des marchés qui était dans un état pieux et dégradation avancée est réelle et visible, et ceci grâce aux pas décisifs effectués à l'endroit de Monsieur Président Guillaume Athanas Talon. Nous minawa, mna demire dokpo,
Bon, mais il y a qui maintenant là, mais n'a pas de connu. Et c'est quoi ça une fille là? Mais gosse c'est fini là. Mais il y a qui maintenant là. Impôt. Mais notre plus grand défi est de nous unir afin d'émerger. Nous faisons face aux impôts qui nous asphyxient aussi bien dans les petits marchés qu'à Dantopa, où la plupart des femmes font leur ravitaillement. Les populations assistent de ce fait à une augmentation des prix des produits de première nécessité. Plusieurs partenaires, dont la Fondation Freddy Charbel, appuient et accompagnent les organisations et associations de femmes en vue de leur autonomisation. Notre travail vise à améliorer la représentation et les capacités organisationnelles des organisations de base et des structures syndicales et de renforcer leurs capacités d'intervention. Et cela vaut en particulier pour les groupes qui sont marginalisés dans le processus de décision politique et dont les conditions de travail sont précaires. Parce que ce sont souvent ces groupes qui n'ont pas de place à la table de décision politique et économique et qui doivent faire face à de grandes difficultés pour l'accès aux biens publics et aux ressources, bien qu'ils constituent une large base de l'économie urbaine et contribuent de manière significative à l'économie et au développement du pays. Donc ces groupes ont besoin d'une voix forte et efficace pour améliorer de manière durable leurs conditions de vie et de travail. Et c'est pourquoi nous saluons le travail de SINAFEM qui œuvre pour défendre les intérêts des femmes de marché et pour former ses membres. Nous partageons avec vous, chers camarades, la conviction que toutes les personnes travailleuses doivent bénéficier de mêmes droits, opportunités économiques et protection, ainsi qu'avoir la capacité de s'exprimer sur un pied d'égalité. Affilié à la Confédération des organisations des syndicats indépendants du Bénin, COSI Bénin, le syndicat national des femmes des marchés du Bénin devra défendre les intérêts des syndiqués, a rappelé Noël Chadaré. Le pouvoir que nous avons, le pouvoir du président Talon, il faut reconnaître que des efforts sont faits pour vous mettre dans des bonnes conditions, des marchés de qualité. Des marchés, de beaux marchés, n'est-ce pas, ont été construits. Et l'arche est annoncée et petitement est en train d'être mise en œuvre pour que vous puissiez avoir l'accès au crédit. Il y a déjà des efforts antérieurs qui sont faits pour que vous ayez l'accès au crédit, que vous puissiez, on peut penser à votre retraite. Et le pouvoir fait des efforts que nous reconnaissons. Mais il reste à faire pour eux. Tant qu'il reste à faire, ils n'ont pas encore fait. Il reste beaucoup à faire. Et je voudrais souhaiter que le syndicat veille à ce que vous soyez associés. On a fait de beaux marchés, mais comment on va gérer les marchés? Des chants et danses ont rythmé le processus qui a connu également la présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Les quartiers Agla, les Pylônes et Agla Akplomès, séparés depuis 3 semaines par un cours d'eau qui empêche riverains et apprenants de vaquer à leurs occupations. Une situation due à la crue de nos fleuves et qui crée de nombreux dommages aux populations de ces 2 localités situées pourtant en plein cœur de la ville de Cotonou. Golf TV Africa est allé faire le constat. C'est une épreuve difficile que traversent apprenants et usagers de cette ruelle, désormais impraticable en raison de la montée des eaux. Une zone pourtant située dans le 13e arrondissement, fief de l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Cotonou. Les élèves du CEG Les Pylônes décrivent la situation et alertent. On paye avant de prendre la bac. Et ça, parfois, ça nous retarde pour aller au cours le matin ou bien pour vite rentrer pour réviser nos cours. Mais on peut dire qu'ils ont aménagé quelques efforts pour nous permettre de ne plus passer dans l'eau et aussi de limiter
le nombre de personnes embarquées à bord. La situation est ainsi depuis environ 3 semaines, lorsque les eaux ont monté un peu. Nous voulons que l'État nous réhabilite la voie, que ça soit plus accessible et qu'on ne connaisse plus ces genres de situations d'inondation. De temps en temps, du retour de l'école, en revenant là, je vois mes amis, mes frères et sœurs passant dans l'eau. Ça me tourmente, ça m'énerve à voir. Je me demande même si l'État là, il voit ce qui se passe dans le quartier. Les enfants risquent de se noyer. Taille coûte grand. Eux tous ne font que passer dans l'eau, ils risquent de se noyer. En plus, ils vont attraper une infection. L'État ne va pas intervenir lorsque leurs parents sont en train de dépenser. Donc l'État n'a qu'à vite faire. Sinon, ils sont dans des situations vraiment dangereuses. L'État n'a qu'à vite faire. S'ils ont cours à 14h et qu'ils quittent la maison vers 13h30 comme ça, c'est la voie la plus rapide. Ils ne peuvent pas aller passer par là-bas. S'ils passent par là-bas, ils peuvent être en retard. Arrivés à l'école, les censeurs et les suiveurs, même les messieurs ne vont même pas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ils vont les renvoyer. C'est à cause de la situation de l'eau. C'est à cause de la situation de l'eau qu'ils sont en train de passer dedans. C'est la voie la plus rapide. Et voilà que la voie est en danger. Lorsque le soleil est sorti maintenant, là, si vous tardez ici un peu, là, vous allez entendre des cris. Ils vont trouver des serpents dedans. Mais on aura peur de passer par là. Ils payent 25 francs pour passer. Et puis le vieux les transporte. La dernière fois, c'était le vieux qui est là, qui a commandé du sable. Et puis, ils ont fait. Sinon, ici, là, à partir d'ici jusque là-bas, là, c'est inondé. On ne pouvait même pas passer. Tu peux passer sans mettre tes pieds dans l'eau. Pour les autres usagers de ce tronçon, c'est un calvaire que subissent ces apprenants, contraints d'en emprunter faute d'argent. Le gouvernement est appelé à venir en aide, clame-t-il. Si on a les didai, mais on a les support solaire. Donc, on va dans zoro chité. Mais là, on vient non bon, malgré ça, on vient non bon. Entre-temps, il y avait de l'eau sur ce chemin, mais avec la montée, c'est devenu criard. Les apprenants ont du mal à rejoindre l'autre rive. Faute d'argent, ils traversent cette eau qui contient des reptiles. Ce qui se passe ici est alarmant. Les enfants vivent le martyre. C'est avec une pirogue qu'ils rejoignent l'autre rive. C'est pénible. L'eau a envahi nos maisons. Là maintenant, ça fait pratiquement 3 semaines qu'on a vécu ça là. Maintenant, là, c'est un peu dommage pour nous et nous crions au secours, au gouvernement de venir au secours parce que nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école à l'heure. Parce que là maintenant, c'est les gens volontaires, ceux du Toffin, qui viennent maintenant, qui ont amené le bac pour que ces enfants puissent donner au moins 25 francs pour traverser. Aller recevoir 50 francs. Tous les jours, c'est comme ça. L'enfant, quand on lui donne 200 francs, il doit faire photocopie au boulot, à l'école. On lui donne 200 francs ou bien 100 francs. Il va prendre 50 francs pour traverser l'eau. Qu'est-ce qu'il lui reste? Les parents sont en train de crier au secours, au gouvernement, de venir au secours pour la population. Là maintenant, il nous faut réellement un pont pour traverser. Pour que l'État pense à Agla les pylônes. Parce que ça c'est la serre. Ça sert aux populations d'Agla à Clomé et Agla les pylônes. Les deux quartiers ensemble, ça nous aide. Parce que les élèves qui quittent en tente, Sacré-Cœur, Agla les pylônes, Agla Nord, tous près par là. Les élus locaux des deux quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de trouver une situation palliative pour sauver ces âmes innocentes. Les eaux de la lagune sont montées. Cela fait que l'eau reflue de la lagune vers le continent, les terres fermes. Donc, quel que soit ce qu'on fera, il faudrait avoir la patience pour que les eaux se retirent. Mais en attendant cela, nos populations souffrent. Elles bravent tous les dangers à traverser une zone comme ça, insalubre. Les maladies hydriques vont les accabler.
lorsque les eaux vont se retirer. Alors, face à cette situation, moi je souhaiterais que les autorités au niveau supérieur nous écoutent, entendent notre SOS, de venir à notre secours pour conjurer cette situation actuelle que bravent nos enfants. Les enfants traversent les eaux de jour comme de nuit pour aller au CG, les pylônes, pour aller au centre de santé. Les deux centres de santé, le centre de santé et le CG, c'est plusieurs quartiers à la fois. Donc pour permettre aux enfants de passer en toute sécurité, il faut trouver une solution immédiate. Une passerelle d'abord pour que les enfants ne mettent plus le pied dans l'eau. Cela est possible. Hein? L'État peut le faire. On a acheté des sacs, on a mis du sable dedans. Et c'est une solution provisoire pour permettre de traverser. Sinon, de quitter, avant de rentrer dans l'embarcation, ne pas être trop mouillé jusqu'au caleçon. Et c'est ce qu'on a fait, en attendant que la mairie ou les autorités compétentes nous viennent en aide. Mais ce qui est sûr, la mairie a déjà pris en compte si les gens pouvaient venir à notre secours. Parce que chaque enfant qui traverse l'eau paie 25 francs. Ceux qui n'ont pas les moyens sont obligés de passer dans l'eau et ça les prend des fois jusqu'à la poitrine. C'est très dommage. Et dans l'eau, là, il y a des reptiles, toutes sortes de trucs nuisibles pour les enfants. Donc voilà, je voudrais que les autorités nous viennent rapidement en aide pour parler à ce genre de situation. Plusieurs sacs de sable ont été engloutis sur ce lieu afin de permettre aux élèves d'y avoir accès assez facilement. Le préfet du département du littoral, Maître Alain Assourou-Oronla, a procédé à l'installation du comité technique départemental de suivi des interventions du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, également connu sous l'acronyme SWED. C'est ce mercredi 6 octobre à Cotonou. Léonard Claudel, Sonaïkon et Orience Romao étaient de la partie pour Golf TV Africa. Suivez. La salle de conférence de la préfecture du littoral a abrité ce mercredi 5 octobre la cérémonie officielle d'installation du comité technique départemental de suivi des interventions du projet SWED. En quoi consiste alors le rôle de ce comité? Le CTDS SWED, qui est un bras technique de la conférence administrative départementale, mobilise les autorités préfectorales et certaines directions stratégiques du SWED. Il soutiendra la mise en œuvre et la coordination de tous les projets implémentés au niveau du département, en particulier le projet SWED. Cette initiative de l'UNFPA Bénin arrive à point nommé car elle favorisera la synergie d'action et permettra de mieux visualiser les impacts des interventions de tous les projets mis en œuvre dans le département. Le fonctionnement du CTDS SWED dépend des efforts individuels et collectif de tous les membres. C'est pourquoi je voudrais exhorter toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur partition pour l'atteinte de résultats très satisfaisants au terme du projet pour le plus grand bonheur des bénéficiaires et par ricochet des populations à la base. Dans son allocution, le préfet du littoral, Alain Assourou-Oronla, a rappelé les buts visés par le projet SWED, dont les résultats seront perceptibles dans plusieurs domaines de la vie. Ce projet, qui est une partie intégrante du projet régional, vise au plan national à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel de 3 302 000 jeunes filles et garçons du Bénin pour enclencher les bénéfices du dividende démographique en soutien à l'objectif de croissance économique inclusive du programme d'action du gouvernement et aux 59 cibles prioritaires des objectifs de développement durable. Plus spécifiquement, le projet vise entre autres à soutenir l'accès universel aux informations et services de santé sexuelle et reproductive pour un changement social ainsi que l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Assurer un engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques et investissements liés aux dividendes démographiques.
Les bénéficiaires directs du projet, scindés en 3 composantes, sont les adolescentes et les jeunes filles de 9 à 24 ans. Les bénéficiaires indirects sont les femmes, mères des filles scolarisées les plus méritantes, les mentors des espaces sûrs, les hommes et les garçons de l'entourage de la cible principale, dont des distributeurs communautaires de contraceptifs, les prestataires de services de santé reproductive, les travailleurs de la santé, les responsables gouvernementaux, les décideurs politiques, les membres de la société civile, les leaders communautaires traditionnels, religieux, ainsi que les médias. À travers la mise en œuvre du projet, les résultats attendus sont les suivants. Le maintien des filles à l'école grâce au renforcement de leurs connaissances en matière de santé reproductive est assuré. Les meilleures pratiques liées à l'autonomisation des femmes, l'éducation des filles et le renforcement des capacités des femmes sont acquises. L'engagement politique et les capacités d'élaboration des politiques liées aux dividendes démographiques sont accrues. Le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne le dit projet à travers son expertise technique pour une meilleure coordination de ce programme. Les avis sont partagés sur le jour et la date précise de la naissance du prophète Mahomet. Paix et bénédiction sur lui, diront les musulmans. Cependant, le Mawlud est une commémoration de la naissance célébrée le 7 octobre par certains fidèles musulmans. Un islamologue pense que le musulman ne devrait pas célébrer cette fête car elle n'est pas une prescription de l'islam. Fidèle Ezimbaba, notre correspondant permanent dans les départements du Septentrion, en parle. Ce vendredi 7 octobre 2022, certains fidèles musulmans célèbrent la Mawlud, une célébration qui commémore la naissance du prophète Mahomet. Le Mawlud, d'abord le mot Mawlud, littéralement à l'origine, ça veut dire la naissance. Et lorsqu'on vient en islam, quand on dit naissance, on fait référence le plus souvent au messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Donc, demain, tel que vous l'avez dit, au Bénin ici, c'est la célébration de la fête de la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il reste à savoir maintenant si cette fête existe ou pas. Autrement dit, quel est le statut de cette fête en islam? Selon l'islamologue Daouda Moussa, le Saint-Coran n'a pas parlé de la célébration de la fête de Mawlud. L'islam a 2 sources, le Saint-Coran et les hadiths du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. À ma connaissance, le Saint-Coran n'a pas parlé de la célébration de la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, comme il en a parlé par exemple pour la fête de Tabaski. Le Saint-Coran n'a pas parlé de la célébration de la fête de Mawlud, comme il nous a prescrit de jeûner dans le Saint-Coran. Donc, autrement dit, cette célébration ne figure pas dans le Saint-Coran. Lorsqu'on vient au niveau des hadiths, la sunna du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, la sunna n'a pas fait cas. Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de son vivant, n'a pas célébré cette fête. Les compagnons qui l'ont suivi, qui le connaissent mieux que quiconque, n'ont pas célébré cette fête pendant qu'ils sont avec lui et après sa mort. Et les savants, c'est-à-dire ceux-là que nous appelons les tabines, plus les savants, aucun d'eux, les 4 générations n'ont pas célébré cette fête. La Mawlud est alors une institution d'un savant. Et ce serait, selon lui, une imitation de la célébration de la naissance de Jésus-Christ. La science historique. Cette fête, sa célébration a commencé quand? 7 siècles après la mort du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Si je ne me trompe pas. Si je dis bien 7 siècles après la mort du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Donc c'est un savant, un connaisseur de l'islam de l'époque qui a une origine maternelle juive. Donc il a imité les chrétiens, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, et il a pris cette fête, la célébration de la naissance de Jésus, qu'il a transférée en islam. Et de jour au lendemain, ça a traversé les frontières et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. L'islamologue soutient donc que le fidèle musulman ne devait pas célébrer la Mawlud. Il en évoque ici les raisons. Normalement, on ne devrait pas la célébrer. Pourquoi? Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu, a dit
La vérité est claire, le mensonge est clair. Entre les deux, il y a une zone d'ombre. Si toi, tu te retires de cette zone d'ombre, tu protèges ta foi. Aujourd'hui, les musulmans ne font pas l'unanimité sur la célébration de cette fête-là. Aujourd'hui, les musulmans ne font pas l'unanimité sur la célébration de cette fête-là. Pourquoi? Personne ne connaît la date. Personne ne connaît la date. Mais on connaît l'année de sa naissance, mais les gens ne connaissent pas la date de sa naissance. Sur la date-là, il y a de divergences. Aussi, on connaît le jour où il est né, un lundi. L'année où il est né, c'est appelé année de l'éléphant. C'est une autre histoire. Mais la date même, les avis sont partagés. Au nom de quoi, alors, on va célébrer une fête à une date donnée que nous ne connaissons pas. Le jour où il est né, c'est le jour où il est mort. Donc, ce jour-là, pour nous, est une joie. Et ce jour-là, pour nous, est quoi? Une tristesse. Au moment où il naissait, personne ne savait qu'il allait devenir prophète. Mais au moment où il mourait, tout le monde sait qu'un prophète est parti. Donc, nous devons être plus tristes que joyeux. Le savant Imam Maliki a dit, s'il arrivait un instant que lui parle de quelque chose en islam et que ce que lui a dit en islam n'est pas conforme à ce que le messager Mohammed, Père béni de Dieu sur lui, a dit, de rejeter pour lui. Ce savant, c'est l'un des meilleurs. Ceux qui ont vécu à l'époque, là, 7 siècles après, ne connaissent pas l'islam mieux que lui. Et ils ont imaginé, ils ont inventé, ils ont introduit ce qu'on ne doit pas introduire dans l'islam. Par conséquent, on doit leur rejeter ça. On n'a pas besoin de ce mois-là pour parler du messager Mohammed, Père béni de Dieu sur lui. Autrement dit, à tout moment, lorsque l'occasion se présente, on doit parler de lui. Le messager Mohammed, Père béni de Dieu sur lui-même, a dit, ce que tu as fait en islam, il faut que Dieu agrée ça. Et lorsque tu veux faire ça, il faut que ça soit conforme à ce que le messager a fait. Voilà qui n'a pas fait. Ce que tu veux faire là, comment tu vas faire ça? Nous allons faire beaucoup attention pour s'éloigner des choses sataniques. Nous devons faire beaucoup attention pour éviter l'amour de la vie de ce bas monde lorsqu'on est en islam. Et nous devons faire attention pour ne pas suivre les savants d'aujourd'hui aveuglément. Voilà le problème. La date exacte de la naissance du prophète Mahomet n'étant pas connue, les avis sont partagés jusque-là sur cette célébration. Rencontre entre l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et les partis politiques ce jeudi 6 octobre. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP donnait le point de l'évolution de la liste électorale, informatisée provisoire à une dizaine de partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la mouvance. C'était à la salle des fêtes de la tour administrative à Cotonou, Aristide Kanoussou, Koudoussou Bissirio. Quant au travail que l'ANIP est en train de faire dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée. Cyril Goubedi, après une brève présentation de l'évolution des tâches au sein de l'ANIP dans le cadre de la conception de la liste électorale informatisée provisoire, s'est prêté aux questions et recommandations des partis politiques présents à la séance de restitution et d'échange ce jeudi 6 octobre 2022 à la salle de fête de la tour administrative à Cotonou. Il y a certainement du travail, du bon travail qui est fait. Mais la base de la confiance que les électeurs doivent avoir à la liste électorale dépend de la participation de ceux-ci à son édification. Notre démocratie a une âme et s'est forgée une certaine armure fondée sur la participation contradictoire des acteurs aux instances. Puisqu'on ne peut pas rentrer dans le processus de tout le système que vous avez mis en place, nous sommes des gens raisonnables, appelez-nous, asseyons-nous en technicien. Ce n'est pas une affaire de foire à la parole. Non, en technicien, vous dites, voici ce qu'il y a dans l'affaire. Je mets mes clés de contrôle, je mets mes tests de contrôle.
et je vérifie que ce que vous me dites là est juste ou n'est pas juste. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, point par point, a donné une réponse aux différentes préoccupations, puis appelé à une communion des efforts pour une liste transparente et fiable. Nous avons envie, souvent, d'institutionnaliser la méfiance comme mode de gouvernance. C'est une réalité. Et cependant, il faut pouvoir compter sur l'honnêteté citoyenne dans des circonstances données. Et je pense que beaucoup de questions tournent autour de cet aspect qui est un peu socio-culturel à notre pays, mais qui se règle par des tests. L'une des personnalités dans son intervention disait « si on peut faire quelques tests, ça pouvait édifier, ça pouvait rassurer ». Et je pense que l'ANIP est ouverte. Et je ne vais pas dire j'organise la foire aux tests, non, mais l'ANIP reste disposée à échanger, à ouvrir, c'est-à-dire à démontrer, à demander de venir avec des données, à tester et à discuter. Et ça ne nous ébranle point, au contraire, ça nous rassure et nous conforte. Et je salue ces contributions-là et qui, assurément, vont permettre d'avoir l'autre paire de la manche, c'est-à-dire la paire anti-méfiance. Je n'ai pas la prétention de répondre parfaitement à toutes les préoccupations, mais je pense que j'ai apporté quelques éclairages sur les questions qui me sont posées. Sur la clim est partie. Oui, et entre-temps, la clim est partie. Je vous remercie de toute votre attention et à très très bientôt. Il faut rappeler que cette rencontre fait suite à celle que ces mêmes partis politiques ont eue avec la Commission électorale nationale autonome, Sénat. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré hier la 29e édition de la Journée mondiale des enseignants. Le thème retenu au plan international, la transformation de l'éducation commence par les enseignants. Après Parakou l'année dernière, c'était au tour de la cité des Côtes-à-Fond, le COSA, d'abriter les manifestations officielles cette année. Les 3 ministres en charge de l'éducation ont rehaussé de leur présence l'événement. Golf TV Africa, Udori Chala Sogwakpe, Janvier Edet. Ils étaient à l'honneur ce mercredi 5 octobre, les enseignants et enseignantes du Bénin, à l'instar de leurs collègues dans le reste du monde. Loin des cahiers, craies, stylos et livres, ces formateurs et éducateurs venus des 12 départements du Bénin ont célébré avec faste la 29e édition de la Journée mondiale des enseignants. Une journée décrétée en 1994 par l'UNESCO et qui a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif mondial. À l'occasion de cette commémoration, le gouvernement, par le biais des 3 ministres en charge de l'éducation, avec en tête Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, rend un vibrant hommage aux enseignants béninois. L'année 1994 fut le point de départ de la célébration au Bénin de cet événement qui est aujourd'hui à sa 29e édition. Cette année, le thème international de la célébration est « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». En une si heureuse occasion, comment ne pas vous rendre hommage à vous, femmes et hommes de bonne volonté, qui avez choisi la noble et délicate profession d'enseignant, et qui vous attelez quotidiennement et sans relâche à la tâche éducative. Votre foi et votre abnégation font de vous de véritables acteurs du développement. Oui, sans les enseignantes et les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car
Enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres. C'est aussi inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. C'est aider les enfants à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur et à faire d'eux des acteurs de développement. Le chef de file des ministres en charge de l'éducation juge l'occasion opportune pour rappeler les différentes actions positives remarquables menées par le président Patrice Talon pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants, signe de son attachement à la corporation. Il s'agit, entre autres, de la résorption du déficit d'enseignants à travers la mise en place de programmes de pré-insertion des jeunes qualifiés dans l'enseignement, des jeunes appelés aspirants au métier d'enseignant, après le redéploiement et le recrutement de 2016 et 2017. La construction et l'équipement en mobilier et matériel didactique d'infrastructures scolaires, avec pour effet l'augmentation des chances d'accès à l'école, la distribution de kits scolaires à chaque rentrée des classes, la fourniture de repas scolaires gratuits, la révision des curricula accompagnée d'outils pédagogiques indispensables, et j'en passe. De façon spéciale, et pour le compte de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, on peut retenir que la réforme majeure consiste à faire des jeunes béninois en âge de travailler, y compris ceux à besoins spécifiques, des professionnels compétents, épanouis et aptes à répondre aux exigences d'une économie solide, durable, dynamique, inclusive et profitable à tous. 2 événements en un ce mercredi, l'occasion a été également saisie pour distinguer les écoles qui ont donné les meilleurs résultats l'année scolaire écoulée. Un jour pour nous, où nous sommes en train de célébrer la 29e journée mondiale de l'enseignant, édition 2022, où nous avons l'ainsi honneur d'être distingués parmi ceux qui ont pu mouiller le maillot et qui ont donné un bon résultat. Nous remercions très sincèrement nos ministres à différents niveaux pour que l'effort qu'ils sont en train de fournir soit pérennisé et que, mieux que les lettres de félicitations, nous voulons aussi des éléments d'accompagnement. C'est grâce à des efforts extraordinaires que nous sommes arrivés à ces résultats que vous voyez. Merci de nous reconnaître ces efforts. Les autorités en charge de l'éducation promettent œuvrer davantage pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, tout en les exhortant à plus de professionnalisme dans leur métier. L'armée burkinabé a pu faire parvenir des vivres aux populations de Djibo, localité en proie aux menaces terroristes. Golf TV Africa vous en parle ce soir. Session d'entente du Conseil national de transition de la République du Mali d'une durée de 115 jours. Cette session aura examiné la loi des finances 2023. La Guinée sera prête pour 2025, même si l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations lui a été retirée par la Confédération africaine de football, propos du ministre des Sports guinéen.
Merci de nous rejoindre au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous abordons là la deuxième partie de l'actualité de nos frontières, avec l'armée burkinabé qui a pu parvenir des vivres aux populations de Djibo, localité en proie aux attaques terroristes. On se souvient que Djibo attendait un convoi le 26 septembre dernier, lequel n'est jamais arrivé à destination. Une attaque dans la zone de Gaskindé a tout détruit. On en sait un peu plus sur le bilan définitif de cette attaque. 37 personnes tuées. Suivez. L'annonce a été faite ce mercredi par l'état-major. L'attaque contre le convoi de ravitaillement à Gaskindé, dans la province du Soum, région du Sahel, a fait 37 morts, dont 10 civils et 27 militaires. Également, 29 personnes ont été blessées, dont 21 militaires, 7 civils et un supplétif de l'armée. Le communiqué de l'armée indique que 3 personnes sont toujours portées disparues. Mardi, une note interne de l'armée annonçait la mort de 27 soldats qui seront inhumés le vendredi 7 octobre prochain à Ouagadougou. Le gouvernement renversé par le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré avait fait état de 11 militaires tués, 28 blessés et une cinquantaine de civils disparus. Le convoi de plus de 200 véhicules escortés par le régiment interarmes partait ravitailler la ville de Djibo lorsqu'il a été attaqué le 26 septembre dernier par des hommes armés. Hier, selon des sources, l'armée burkinabé a pu ravitailler Djibo par voie aérienne avec au moins 70 tonnes de vivres. Ces vivres restent toujours insuffisants, selon des habitants contactés par VOA Afrique. L'attaque de Gaskindé a été l'un des éléments déclencheurs du coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier compte rétablir la sécurité dans le pays. Ce mardi, le nouvel homme fort du Burkina a reçu une délégation de la CEDEAO. L'objectif était que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec l'entité régionale. Une visite sous tension parce que de nombreux Burkinabés étaient dans les rues pour s'y opposer. Selon un communiqué de la présidence du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un appel à la CEDEAO et au médiateur Mamadou Issoufou afin qu'ils accompagnent le pays dans sa quête d'un meilleur avenir pour le peuple burkinabé. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la respiration MPSR se dote d'un acte fondamental pour régir son pouvoir. Aujourd'hui, à la télévision nationale du Burkina Faso, le porte-parole du MPSR a donné lecture de ce nouvel acte. Il ressort que c'est le MPSR qui assure jusqu'à nouvel ordre la continuité de l'État, la gestion des affaires et la restauration de l'intégrité territoriale. Suivez, ils ont ici un extrait. Considérant l'urgence et la nécessité de fixer l'organisation provisoire des pouvoirs publics dans le cadre d'un État de droit respectueux de l'ensemble des droits et libertés fondamentaux, adopte le présent acte fondamental dont teneur suit. Titre 1. Disposition générale. Article 1. En attendant l'adoption d'une charte de la transition, les dispositions du présent acte fondamental fondent l'exercice du pouvoir d'État. Titre 2. Du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Article 2. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de la transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l'État en cas d'indisponibilité du gouvernement. Il est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Article 3. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un coordonnateur, 2 commissions des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président.
Article 5. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est partie. Le présent acte fondamental sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 5 octobre 2022, capitaine Ibrahim Traoré, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État. Session d'octobre du Conseil national de transition de la République malienne, 75 jours pour cette session d'examiner la loi des finances 2023, la loi rectificative du budget 2022. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, et les membres du gouvernement malien, ainsi que le président du Conseil national de transition de la Guinée. C'est parti pour la session d'octobre du Conseil national de transition, appelée session budgétaire, puisque les membres de l'organe législatif de la transition auront à examiner les projets de loi des finances 2023, les projets de loi rectificatifs de la loi des finances 2022 et les projets de loi du règlement du budget 2018. Le vote du budget d'État, faut-il le souligner, constitue un moyen privilégié pour le Parlement de contrôler d'une part les recettes de l'État à travers le système d'imposition des citoyens et d'autre part les dépenses publiques en veillant à leur pertinence et l'orientation des ressources financières disponibles. Vous mesurez donc, chers collègues, la grande responsabilité qui est la nôtre en la matière. L'examen d'autres projets de loi est au menu de cette session de 75 jours qui s'ouvre en présence d'une délégation du Conseil national de transition de la Guinée conduite par son président Dansa Kourouma. Celui-ci a dénoncé les positions paternalistes de la CEDEAO qui, selon lui, doit passer de la CEDEAO des États à celle des peuples. Il estime que les processus de transition en cours dans son pays et au Mali résultent de la mauvaise gouvernance, de la corruption suscitant la colère des peuples. C'est pourquoi il a sa recette pour les réussites. Notre lutte commune pour une transition réussie dont les résultats généreront des mutations démocratiques profondes sera comprise par nos voisins et nos amis comme notre contribution structurelle tendant à changer le devenir politique, économique et social de notre sous-région. En ce sens où nous sommes déterminés à enraciner et à élever des édifices constitutionnels et institutionnels qui ne favoriseront plus de nouvelles transitions, donc qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Avec les transitions politiques en cours au Mali et en Guinée, une autre page commune de l'histoire de nos deux pays est en train de s'écrire. Cette situation, comme vous le savez, est née d'une ferme volonté de redressement de la gouvernance étatique de nos États. En effet, nous ne pouvons plus admettre que depuis des décennies post-indépendance, nos populations continuent de vivre dans la précarité et dans l'insécurité. Nous devons donc faire en sorte, maintenant que nos concitoyens puissent récolter les bénéfices sécuritaires, économiques et démocratiques qui vont certainement couronner nos périodes de transition. D'où l'absolue nécessité pour nos autorités respectives de faire des choix politiques judicieux, voire communs, permettant enfin à nos deux peuples de s'épanouir dans la paix, la prospérité et la sécurité. Et le colonel Malik Diaw de tirer le chapeau au Premier ministre par intérim pour sa brillante intervention à la tribune de l'ONU aux soldats de la Renaissance du Mali, en l'occurrence le président de la transition pour son combat pour le Mali. Je voudrais magnifier l'ensemble des autorités civiles et militaires de la transition dans le combat qu'elles mènent au quotidien pour la cause malienne, c'est-à-dire redonner au Mali sa dignité et sa place dans le concert des nations. Je tiens particulièrement à saluer le leadership et la clairvoyance du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Martin Luther King disait, je cite, «
La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses moments d'opulence, mais plutôt quand il traverse une période de controverses et de défis. À ce sujet, nous sommes tous témoins que malgré les multiples soubresauts et adversités auxquels notre pays est régulièrement confronté, le soldat Assimi Goïta n'a pas été désaxé d'un iota et il ne sera sûrement jamais. Soldat dans l'âme et dans le sang, le président Assimi Goïta, que j'aime surnommer aussi l'imperturbable, ne déméritera jamais. À l'instar des autres acteurs du 18 août 2020, je pense profondément que si le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a été le soldat de la démocratie au Mali, son cadet Assimi Goïta se trouve être le soldat de la renaissance du Mali. En votre nom, je le félicite à nouveau pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir dans la conduite sereine de la transition et lui assurer de toute notre détermination à œuvrer ensemble pour le renouveau de la mère patrie. Je voudrais par ailleurs saluer la participation à cette cérémonie du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Je lui renouvelle toutes nos félicitations et toute notre satisfaction suite à sa brillante intervention à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous nous réjouissons que son discours hautement patriotique et historique ait clairement exprimé les aspirations profondes du peuple malien et mis à nu les agissements sournois et discourtois de certains acteurs malveillants contre notre pays. Parlant de la situation sécuritaire, le président du CNT s'est dit convaincu que les FAMA vaincront les terroristes et leurs complices qui sont aux abois. Il souhaite un prompt rétablissement au docteur Choguel Koukala Maïga, une année scolaire sereine, avant de saluer la tenue de la Semaine nationale de la réconciliation. Auparavant, il avait fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes du terrorisme. La direction des relations publiques de l'armée malienne a animé en début de semaine sa conférence de presse mensuelle sur la situation sécuritaire du pays. Selon la DIRPA, on note une baisse significative des attaques terroristes. La direction de l'information et des relations publiques des armées entend maintenir sa volonté de coopérer avec les médias pour distiller la vraie information. Pour cette traditionnelle conférence de presse sur la situation sécuritaire au mois de septembre, rien n'a été occulté par la direction de la DIRPA. S'agissant tout d'abord de la situation sécuritaire, on constate, selon le colonel Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA, le maintien de la dynamique offensive de recherche et de neutralisation des groupes terroristes par les FAMA, une dynamique avec des résultats probants. Les FAMA sont arrivés à réduire considérablement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes en menant des raids et des frappes aériennes sur des points de regroupement, des plots logistiques et les circuits de ravitaillement des groupes armés. Il est à noter que le mois de septembre a été moins prolixe en pose d'engins explosifs improvisés et les attaques terroristes contre les emprises FAMA, les embuscades et les pressions sur les populations civiles se font de plus en plus rares. La campagne agricole en général, dans les zones d'opération, mais particulièrement dans la zone office du Niger, est très promoteuse. Les populations ont pu se déplacer librement dans presque beaucoup de zones où cela n'était pas possible il y a quelques mois ou un an ou bien des années. L'axe Douanzan-Gossi qui était problématique, nous pouvons dire aujourd'hui que la fréquence des mouvements des GAT a considérablement chuté et la population se déplace paisiblement. Sur le terrain, plusieurs opérations ont été menées particulièrement au centre du pays et d'autres localités. Du 1er au 15 septembre 2022, un groupe d'assaut avec des éléments des forces spéciales FAMA ont mené une opération d'opportunité
dans le village de Niaourou et environ dans la commune de Soufara, celle de Djéné, région de Mopti. La localité de Niaourou était reconnue un sanctuaire terroriste et un lieu de ravitaillement pour les combattants de la Katiba Massina et ceux venant d'un pays voisin. Cette opération d'envergure, qui a duré environ 15 jours, a pu procéder à l'interpellation d'une cinquantaine de suspects et plusieurs motos détruites. Donc, parmi la cinquantaine de suspects, il y a 14 qui ont été reconnus et qui étaient ardemment recherchés et identifiés comme de redoutables terroristes, alors qu'ils étaient auteurs de plusieurs attaques, y compris celle du péage de Scienceau, le 11 juin 2022, la destruction de la digue agricole de Soufara dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, de même que des abus sur les populations avec la perturbation de la campagne agricole dans certaines localités. Cette opération a permis également la récupération de plusieurs armes. Pour le directeur de la DIRPA, les actions de neutralisation des terroristes se poursuivront partout sur le territoire. Nous voudrons vraiment à l'attention de l'opinion nationale et internationale à rassurer l'ensemble que les populations restent notre priorité et qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées et de sécurité dans la lutte implacable pour la protection des personnes et leurs biens. Enfin, s'agissant d'une rumeur faisant état d'un affrontement entre les instructeurs russes et les FAMA, le directeur de la DIRPA a démenti catégoriquement cette information. Il a déclaré que cette information vise à détourner les FAMA de leur objectif qui est la reconquête du territoire national. On reste au Mali pour parler à présent de la rentrée des classes effectives depuis le début de la semaine. Enseignants et apprenants ont repris le chemin de l'école. Les cours ont effectivement démarré. Le constat. Rentrée des classes ce lundi matin à l'école fondamentale Inemassa Sissé de Nyarila. Allez-y dans vos classes là. Regagnez vos classes. Regagne ta classe d'abord. Tu es où? Regagne ta classe rapidement. L'enseignant Soumaoro, le directeur de l'établissement, est au four et au moulin, débordé par les flux d'élèves et de parents. Nous devons les faire rentrer, mais vous voyez que quand les parents d'élèves nous envahissent, il faut qu'on nous-mêmes on s'implique, nous les directeurs s'impliquent avec les anciens pour les faire rentrer. Parce que quand les parents d'élèves sont dans la cour, là, les enfants sont tentés de sortir avec les parents. C'est un peu ça. Elle est effective, il n'y a pas de problème. Les anciens vont commencer tout sur les leçons modèles. Oui, les parents d'élèves sont présents en ce jour spécial, particulièrement les mamans. Je vous demande d'étudier sérieusement, c'est la clé de la réussite. La petite Yuma Kone fréquente la même classe. Pour sa mère qui l'accompagne, c'est un moment de retrouvailles car elle est une ancienne de cet établissement. Tous les parents d'élèves doivent s'investir dans l'éducation de leurs enfants pour l'avenir du pays. Les cours débutent un peu en retard, bien que la cloche ait sonné à 7h30. Bonjour, asseyez-vous. Nous sommes dans la classe de 5e année où M. Diarra est le maître titulaire. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire 2022-2023. C'est compris? Oui. Je pense que tout le monde se porte bien. Nous allons voir aujourd'hui la première leçon de sciences naturelles qui n'est d'autre chose que le changement climatique. Après avoir pris congé de nos interlocuteurs du fondamental, on croise ce petit à l'entrée principale tout en sanglots. On s'enquiert de son cas. L'opération de recherche enclenchée par notre équipe de reportage permet de retrouver sa classe. Il est de la maternelle et voici sa monitrice de classe. Cette dernière est entourée d'autres enfants de son âge, tous en sanglots aussi.
Nous sommes à l'instruction d'abord. On a passé 2 semaines, on n'a eu personne. Mais c'est ce matin que les parents sont venus pour inscrire les enfants. Un petit détour par le secondaire Inemassa Sissé, toujours à Nyarila. Ici, l'atmosphère paisible apparente est trompeuse, car la rentrée se fait sous fond de tension. Les enseignants refusent de regagner les salles de classe. Nous ne sommes pas en classe pour le moment parce que ça ne nous sommes pas payés. Jusqu'au 3 aujourd'hui, ça la date de la rentrée, on n'est pas payé. Vraiment, on ne peut pas regagner les classes vraiment dans cet état. Est-ce que c'est le moment de faire la grève aujourd'hui? Bon, nous ne sommes pas en grève, Bon, on avait déposé un préavis de grève concernant le paiement de nos rappels. Donc, nous sommes en arrêt de travail ce matin. L'arrêt de travail qui est automatique à partir du 25 du mois. Si le salaire n'est pas fait, notre présence est obligatoire dans le lieu de travail, dans le service, mais on n'intègre pas les salles de classe. Malgré cet état de fait, le directeur Yaya Djakité demande aux élèves de regagner leur salle de classe. Allez, à classe. Il faut maintenir l'ordre jusqu'à midi. C'est ça le rôle de l'administration. Même si les maîtres ne sont pas en classe, il faut maintenir les enfants en classe. Point final. Rentrée en demi-teinte dans cet établissement secondaire, mais rentrée effective pour les vendeuses de casse-croûte aux alentours. Ces dames espèrent faire de bonnes affaires. Le nord du Nigeria est inondé des inondations monstres depuis plusieurs mois. C'est du fait des nombreuses pluies. Plus de 300 personnes ont été déplacées. Moins de 100 000 habitants ont connu des désagréments. Golf TV Africa vous en parle ce soir. Une grande partie du Nigeria, des terres agricoles du nord jusqu'à Lagos, la capitale économique côtière est sujette aux inondations pendant la saison des pluies qui va de juin à août. Mais selon l'agence nigériane de gestion des crises, NEMA, cette année est la pire depuis 2012. Les inondations ont été aggravées par l'ouverture d'un barrage au Cameroun et de deux au Nigeria selon NEMA. Nous appelons le gouvernement et les agences internationales à nous aider. Nous appelons tous ceux qui peuvent aider à faire preuve de compassion et à nous venir en aide car nous avons vraiment besoin d'aide. Les pluies de plus en plus intenses chaque année ont englouti des milliers d'exploitations agricoles, comme les rizières de M. Garba. Nous avons subi d'énormes pertes parce que dans ce champ que vous voyez ici et dans d'autres parties où nous ne sommes pas allés, nous pouvions récolter au moins 200 sacs par saison. Et ce n'est qu'une estimation prudente. Mais avec la situation actuelle, nous ne sommes même pas en mesure de récolter un demi-sac. En anéantissant les récoltes, ces inondations risquent d'aggraver la crise alimentaire qui touche ces régions extrêmement pauvres, déjà aux prises avec les retombées de la guerre en Ukraine, qui ont fait grimper les prix des fertilisants et des produits alimentaires en flèche. Ce champ est devenu complètement stérile. Avec les pluies, le riz a été détruit et une autre catastrophe s'est produite. Le pont a été emporté par les inondations. Du sable et du bitume brisé recouvrent tout le champ. Maintenant, nous n'avons même plus de terrain pour planter. Les inondations les pires en 10 ans ont tué plus de 300 personnes et entraîné le déplacement d'au moins 100 000 autres, selon les autorités. Les pluies ne font qu'empirer une situation déjà dramatique. Plus d'1 million d'enfants sont menacés par la faim cette année, notamment à cause des conflits qui éloignent les agriculteurs de leurs terres. La Guinée sera prête pour 2025, même si l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations lui a été retirée par la Confédération africaine de football. C'est ce qu'affirme en tout cas le ministre guinéen des Sports, suivi. Priorité nationale. Le ministre guinéen des Sports, Lansana Beya Diallo, le dit clairement, même si son pays n'accueille plus la CAN en 2025, la Guinée aura toutes les infrastructures prévues pour cette CAN et à la date indiquée. Il y a juste une chose que je promets ici et que le président a promis et que le Premier ministre a promis au président de la CAF et aux membres de la CAF qui ont pris cette décision, que nous allons tout mettre en place. Tout mettre en place pour mettre toutes les infrastructures, effectivement, qui vont permettre à ce pays de se développer et qu'on restera dans la programmation qu'on s'est fixée, c'est-à-dire 2025, et qu'en 2025, on sortira tous les stades, on sortira nos hôpitaux, on sortira
nos aéroports, on sortira toutes nos infrastructures qui sont en lien avec cet objectif qu'on s'est fixé. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, avait pris fin août un décret déclarant l'organisation de la CAN 2025 d'intérêt national et prioritaire. C'était début septembre, la veille de l'arrivée à Conakry d'une mission d'évaluation de la CAF. Le ministre guinéen des Sports avait rapporté que cette mission avait suggéré l'éventualité d'un report à 2026 ou 2027. Vendredi dernier, le président de la CAF s'est rendu à Conakry pour signifier aux autorités guinéennes le retrait de l'accueil du tournoi. Lors d'une conférence de presse samedi à Alger, Patrice Motsepe a indiqué qu'une dizaine de pays étaient intéressés pour remplacer la Guinée, parmi eux l'Algérie, qui a annoncé qu'elle sera candidate à l'organisation de la CAN 2025. Les Chebab, un groupe djihadiste affilié à l'État islamique, sont actifs depuis 2017. À Mocimboa, après avoir été retenus par l'armée mozambicaine pendant 3 ans, ils ont finalement réussi à installer leur base en août 2020 et ont commencé leur règne de terreur. Reportage. Bâtisses en ruine, magasins vides, tas de ferrailles et voitures calcinées où viennent jouer les gamins. Dans le nord du Mozambique, la ville portuaire de Mocimboa da Praia reprend doucement son souffle, 1 an après avoir été libérée des djihadistes. Je me sens en sécurité ici, à Mocimboa da Praia. Je suis d'ici. Je suis né ici, à Mocimboa da Praia. Mais si un jour ce conflit reprend dans notre district, je resterai ici, à Mocimboa da Praia. Je ne m'enfuirai plus. Je me battrai contre eux, les Chebab, et je dirai aux gens de ne pas s'enfuir. La province pauvre et à majorité musulmane du Cabo Delgado, frontalière avec la Tanzanie, est secouée depuis 2017 par la rébellion djihadiste des Chebab, affiliés au groupe État islamique. En août 2020, après 3 ans d'offensive repoussée par l'armée mozambicaine, ils avaient installé leur quartier général et imposé leur terreur à Mocimboa. Employée par une ONG internationale, Lucia s'en sortait plutôt bien dans cette région, parmi les plus pauvres au monde. Le 19, je faisais la cuisine pour les enfants à la maison. Les Chebab sont venus et ont demandé la permission. 3 fois, ils nous ont demandé d'ouvrir. Mais nous ne voulions pas ouvrir. Alors ils ont dit, nous allons brûler la maison. Alors je suis sortie. J'ai ouvert la porte. Nous sommes allés nous réfugier dans la chambre. L'un d'eux est entré dans la chambre et a pris les enfants. Ils ont dit qu'ils allaient bien s'occuper d'eux. Nous avons fui à l'extérieur. Ils ont enflammé les moustiquaires avec de l'essence et ont brûlé la maison. Najoum Tete, un commerçant d'Olimbé, partage son expérience. Quand nous avons entendu les coups de feu, j'ai commencé à fuir dans la brousse avec ma famille, dans les bananeraies non loin de là. Quand ils sont arrivés, ils ont détruit les maisons, ils ont tout pillé comme vous le voyez. 1 an plus tard, l'armée et les forces rwandaises, appelées à la rescousse par le gouvernement du président Philippe Nyusi, ont libéré la petite cité côtière. Depuis, elle panse lentement ses plaies. À 2 pas du marché où quelques échoppes ont rouvert, des centaines de supporters se sont massés pour un match de foot entre l'équipe locale et celle des soldats rwandais. La foule envahit le terrain dans un tourbillon de poussière quand les joueurs de Mocimboa ouvrent le score. Vêtus de leurs chatoyants pagnes traditionnels, les femmes du quartier chantent en chœur et dansent. L'agence onusienne chargée du commerce et du développement avertit que le danger d'une récession à l'échelle planétaire demeure élevé. L'ONU en appelle aux banques centrales pour revoir rapidement leur politique monétaire. La patronne de la CNUSED ne mâche pas ses mots pour attirer l'attention sur la gravité de la situation économique mondiale. Nous sommes dans un monde de crises en cascade et reliées entre elles. Le changement climatique, le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, nous sommes littéralement dans une tempête. C'est un moment difficile, sans doute pour nous tous, mais aussi pour les décideurs politiques, car leur choix compte. Aujourd'hui, nous devons avertir que nous sommes peut-être au bord d'une récession mondiale provoquée par les politiques. La CNUSED a révisé à la baisse les prévisions de croissance mondiale. De 2,5% en 2022, elle connaîtra une baisse pour se situer à 2,2% en 2023 selon le rapport présenté à Genève. Rebecca Greenspan prévient que si rien n'est fait, la crise financière qui guette l'économie mondiale sera pire que celle de 2008.
Le monde est confronté à une baisse des salaires réels, à des resserrements budgétaires, à des turbulences financières et à une coordination insuffisante. Dans ce contexte, un étau monétaire excessif pourrait entraîner une période de stagnation et d'instabilité économique pour de nombreux pays en développement et sans doute aussi pour certains pays développés. La responsable onusienne estime que la hausse des taux d'intérêt à elle seule ne suffit pas pour faire baisser les prix et contenir l'inflation. Elle ajoute que les pays en développement sont plus vulnérables. Le monde est confronté à une baisse des salaires réels, à des resserrements budgétaires, à des turbulences financières et à une coordination insuffisante. Dans ce contexte, un étau monétaire excessif pourrait entraîner une période de stagnation et d'instabilité économique pour de nombreux pays en développement et sans doute aussi pour certains pays développés. La CNUSED estime qu'il est encore temps d'éloigner le risque d'une récession. Pour combattre l'inflation, Rebecca Greenspan préconise une stratégie qu'elle considère plus pragmatique, basée entre autres sur le contrôle des prix et la lutte contre la spéculation sur les produits de base. Des femmes, 16 au moins, sont mortes et une trentaine d'autres portées disparues dans un naufrage d'embarcation de migrants au large de l'île de Lesbos. C'est en Grèce, ont annoncé les gardes-côtes grecs. Suivez. Les corps de 16 femmes, apparemment d'origine africaine, ont été découverts près de l'île de Lesbos en Grèce, après qu'un canot pneumatique transportant une quarantaine de personnes et poussé par des vents violents soufflant sur la région a coulé, ont indiqué les gardes-côtes dans un communiqué. 9 femmes ont pu être secourues, a-t-il ajouté, et les opérations sont toujours en cours, ont précisé les autorités le 6 octobre au matin. Quelques heures plus tôt, les gardes-côtes avaient été alertés qu'un autre voilier était en détresse près de l'île de Cythère. Le voilier a coulé près du port de Diakofti. Certains des survivants ont pu rejoindre la côte à la nage et une opération combinée comprenant des navires en mer et les services de pompiers et de police à terre a permis de retrouver 80 personnes. Aucune précision n'a été fournie quant à la nationalité des naufragés. Dans la région de Cythère, les vents atteignaient 102 km/h, ont indiqué les gardes-côtes. 2 opérations distinctes sont donc en cours, fortement compliquées par les vents. Au large de Cythère, des habitants bénévoles ont également pris part aux opérations de secours. Des images, là encore diffusées par les gardes-côtes, montrent cette fois une trentaine de migrants coincés entre la mer et une falaise escarpée après que leur bateau s'est échoué. La Grèce a connu cette année une augmentation du trafic migratoire, les passeurs empruntant souvent la route la plus longue et la plus périlleuse au sud du pays. Les embarcations de fortune partent du Liban et non plus de la Turquie pour contourner les patrouilles en mer Égée et tentent de rejoindre l'Italie. Les gardes-côtes ont assuré avoir secouru quelques 1500 personnes au cours des 8 premiers mois de l'année, contre moins de 600 en 2021. Ainsi s'achève cette messe de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, à partir de 21h, retrouvez l'émission Pour ou Contre, le débat contradictoire de la rédaction. À 22h, Spéro Aoussinon sera là pour nous parler de l'actualité de la nuit, l'édition de la nuit, pour être plus précis. Bonsoir, chef.